Bienvenue à notre présentation sur les aspects relationnels. Donc, pour vous expliquer les deux dimensions du travail en groupe, je vous ai préparé une petite chanson. La qualité de l'expérience, c'est le bien-être qu'elle procure, la croissance de chacun de ses membres et de la contribution de tous dans l'équipe. Ouais, c'est plus dur que je pensais, je vais continuer normalement. L'autre dimension du travail en groupe est le rendement de l'équipe. C'est plus par rapport à la production, donc la vitesse, la quantité et la qualité du travail qui a été produit lors de celui-ci. Donc maintenant, on va comparer les 5 types de leadership selon Blake et Madden. Pour ces auteurs-là, il y a vraiment deux choses qui distinguent les leaders. Soit l'importance qu'ils accordent aux relations et les personnes qui composent l'équipe, soit l'importance qu'ils accordent à la production. Donc, selon l'intérêt des leaders, soit plus vers les personnes et les relations ou plus vers la production, il se situe à quelque part dans le diagramme qu'on voit ici. Pour les auteurs, c'est vraiment le style démocratique qui est l'idéal, car c'est l'optimum entre la production et la relation des personnes. C'est le leader qui valorise le plus ces deux aspects-là. Je veux que ça soit démocratique. Donc, on va enchaîner avec une petite comparaison. On aurait tendance peut-être à croire que le type directif selon Bryant est vraiment apparent au style autoritaire selon Blake et Madden. Mais c'est important de faire la différence car ils sont vraiment différents. En effet, les trois types de leadership selon Bryant, donc le style directif, facilitateur et consultatif, sont des leaderships qui sont basés sur les caractéristiques des participants, les choix et les caractéristiques de l'animateur, ainsi que les caractéristiques du groupe. Bon, là, maintenant, il faut parler des habiletés d'animation. Et là, comment on fait pour synthétiser ça? Il y en a genre 150. Il y en a plus de 150 dont tu veux te rappeler. Devenir ergothérapeute, c'est ta destinée. Écoutez ce terre reformulé. Je pense qu'on s'en sortira pas si on continue avec tout le reste. Donc, les gens les connaissent de toute façon, les habiletés. On va juste présenter les fonctions d'animation selon Leclerc. Donc, il y a la métacognition, la communication, la production, le soutien affectif et la structuration. Un aspect important dans la relation est la communication. Parce qu'on veut pas que les gens se sentent comme si... On se parle plus comme avant. On se parle plus comme avant. Il y a du bruit qui nuit à notre communication. Plutôt que de mettre l'accent sur la définition des différents bruits qui peuvent venir à la communication, on a préféré mettre l'accent sur quoi faire lorsque ces bruits sont présents. Lorsqu'un message est émis trop faiblement, il faut soit demander de répéter, reformuler ou inciter les gens plus réservés à prendre la parole, dépendamment de la raison de la faiblesse du message. A l'inverse, s'il est émis trop fortement, il faut demander à la personne concernée de moduler son ton de voix ou verbaliser l'essence du message afin de diminuer sa puissance. Lorsqu'un message est surchargé, il faut demander de répéter ou reformuler son contenu avec des termes plus accessibles pour le groupe. Lorsqu'un message est sous-chargé, il faut utiliser différents types de questions pour compléter et préciser son contenu. Lorsque les messages sont éparpillés, il faut faire des liens entre les interventions et rappeler le but de la rencontre. Il faut également faire des synthèses et des mises au point. Lorsque les messages sont à réorienter, il faut utiliser des questions à relais et à la cantonade, en plus d'inciter les personnes à s'adresser directement à celui concerné par leur message. Lorsque des bruits extérieurs nuisent à la communication par rapport à la disposition émotive d'un des membres, il faut aviser les autres membres de l'équipe que des raisons personnelles affectent la participation de la personne concernée. Lorsque les bruits proviennent de l'environnement lui-même, il faut choisir un local propice dans la mesure du possible et prendre des mesures pour réduire les distractions présentes. Lorsqu'il y a des silences non constructifs, il faut faire des synthèses, des mises au point ou poser des questions ouvertes pour repartir le groupe. Lorsque le débit est trop lent, il faut varier le type d'activité, poser des questions ouvertes et susciter les discussions et les débats. Pour éviter que le débit soit trop rapide, il faut établir des règles de conduite dès le départ, comme ne pas couper la parole et écouter activement. La communication, ce n'est pas juste la dénotation, c'est aussi la connotation. Voici maintenant la communication non verbale. Il y a les postures d'approche qui démontrent que nous sommes intéressés. Il y a des postures d'expansion qui démontrent que nous sommes à l'aise. Il y a des postures de retrait qui démontrent que nous sommes désengagés. Et il y a des postures de contraction qui démontrent que nous avons peur de se faire toucher. Pour ce qui est de l'inflexion et du débit de la voix, lorsqu'on dit un message comme « je suis très calme » de façon très agressive, c'est le ton agressif qui va prendre le dessus sur le message. Pour ce qui est de la distance entre les personnes, il existe des distances intimes,
comme lorsqu'on est avec son conjoint ou sa conjointe. Il y a des distances personnelles, comme lorsqu'on est avec nos amis, notre famille. Il y a des distances sociales, comme lorsqu'on travaille et qu'on s'adresse à un client. Et il y a des distances publiques. On peut penser à ce moment-là à un orateur sur une scène qui s'adresse à un public et qui ne reçoit pas nécessairement de rétroaction. Ici, nous avons les 7 silences selon Leclerc. Les silences, il faut vraiment percevoir ça comme un langage qui est souhaitable et souvent constructif. Il y a des silences individuels et il y a également des silences collectifs lorsque nous sommes en groupe. Nous avons décidé de ne pas tous vous présenter les sous-sections connotatives par souci de synthèse dans cette vidéo. On vous les a tout de même laissées ici pour votre intérêt. Pour ce qui est des fonctions des messages non verbaux, donc à quoi ça sert de savoir tout ça? Il y a 6 sous-sections, les voici. Il y a la répétition, l'accentuation, contradiction et double contrainte, la substitution, la régulation, la tromperie ou fausse piste. Donc, on vous invite vraiment à lire les exemples pour mieux les comprendre. À retenir, valider les informations et ne pas trop essayer de deviner. C'est vraiment pas une vérité absolue ce que vous percevez. La culture affecte énormément la communication non verbale. Il faut donc être très vigilant là-dessus. Et même d'une famille à l'autre et d'un individu à l'autre, les signes peuvent changer. Ils sont de retour. Les fameux modes relationnels. Ici, j'ai fait un rappel sur les modes, tout simplement parce que ceux-ci sont utiles dans la gestion des dynamiques sociales mal adaptées. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment plusieurs, mais je vais me concentrer sur ceux qui sont plus fréquents en ergothérapie. Taylor mentionne que ces dynamiques, soit la dynamique proximité-éloignement, la recherche-rejet d'aide, le bouc émissaire, la manipulation-concession et l'idéation dévalorisation, peuvent être fréquentes dans un contexte de thérapie. En conclusion, tous les aspects relationnels présentés dans ce petit vidéo font partie des ressources les plus importantes du groupe. Let's go.